C'est déjà notre 208e épisode que nous vous proposons cette semaine, premier épisode de ce mois d'avril. C'est bien d'avoir des petites références temporelles comme ça. Comme par exemple se rappeler de nos chroniqueurs, comme ceux-ci, ceux qui vont nous accompagner pour cet épisode, Sébastien et Sébastien, ce qui me facilite grandement les choses de manière générale. Mais on va faire un truc qu'on n'a plus fait depuis très très longtemps. En une phrase, l'un et l'autre, identifiez-vous. C'est vrai que ceux qui nous rejoignent, les auditeurs qui viennent de nous rejoindre là, ne vous connaissent absolument pas. À qui ont-ils affaire en une phrase, ou peut-être deux. Sébastien, sans les cheveux pour commencer. Sébastien Arbogast, développeur logiciel et formateur, blockchain, tout ça, et accessoirement nomade digital, donc je voyage. Oui. C'est pour ça que donc là, pour l'instant, tu es loin et tu es tard, parce qu'il y a 6 heures de décalage avec Taipei, là où tu te trouves pour l'instant. Sébastien, B, exactement. L'autre Sébastien. Et oui, je suis ton père. Non. Ah c'est non. ça. Non, c'est pas ça. Bon, alors, moi, Sébastien, comme l'autre. Oui. Voilà. Et je suis développeur à la base, mais il y a de longues années de ça maintenant. Et je suis le cofondateur d'une boîte qui gère les datas de grosses enseignes en Belgique. Ça fait des millions de consommateurs et voilà, grosso modo. Et puis occasionnellement, je fais des podcasts aussi. Voilà, occasionnellement. Comme ça vous resitue un petit peu qui sont ces deux zigomards. En dehors de ça, en dehors de leurs activités professionnelles, ils restent évidemment informés de l'activité, de ce qui se passe au niveau technologique, avec chacun leur marotte, ils ont chacun leurs petites habitudes, et c'est ça qu'on vous propose chaque semaine avec nos chroniqueurs, c'est chaque fois une revue de presse de ce que eux ont vu. Alors on peut pas parler de tout, donc on se contente déjà de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont compris, et de quelle opinion ils ont sur ces informations, sur cette actualité technologique. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens, de plus en plus, nous suivent, nous écoutent, et c'est toujours avec un grand plaisir. Merci encore à ceux qui s'abonnent à notre chaîne YouTube ou à notre podcast sur les plateformes de podcast habituelles. Merci encore, évidemment, pour les pouces vers le haut ou les petites étoiles, pour coter, entre guillemets, pour noter ce podcast. C'est toujours le bienvenu également. Avant d'entamer notre abécédaire, un petit coup d'œil juste rapidement sur le courrier des auditeurs. On a reçu un chouette message. Pourquoi je Une femme place. Non, de David. Un David parmi d'autres, j'imagine. Bonjour à toute l'équipe. Un petit message pour vous dire à quel point j'apprécie votre podcast. Ce n'est pas seulement la veille que vous pratiquez, mais aussi le dynamisme, la bonne humeur et votre sens de l'humour qui me donne envie d'écouter chaque nouvel épisode le plus vite possible. Habillé hors de mon bain. Je pense que ça, c'est une référence à un autre auditeur. Qui nous écoute à poil. Qui nous écoute à poil, oui. J'espère pouvoir vous écouter encore longtemps et peut-être un jour vous soutenir d'une autre manière, pourquoi pas. Bah écoutez, oui, pourquoi pas. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas très bien quel type de soutien on peut encore nous apporter. Lombaire, parce qu'avec notre grand âge, on aura bientôt surtout de soutien lombaire. Vivement le déambulateur. Donc merci en tout cas, voilà, c'est des messages d'encouragement comme ça. Les autres messages, il y en a eu aussi avec des questions un peu plus précises. On essaye d'y répondre en général, on regarde du message et voilà. Donc normalement tout le monde a été servi cette semaine. On vous a proposé la semaine passée un hors-série consacré, enfin un bonus plutôt consacré à la keynote Apple. Personne ne s'est énervé, donc tout s'est bien passé. Tout va bien. Quand il s'agit des services Apple, apparemment, tout le monde est d'accord. Donc, c'est un vrai bonheur. Sébastien, avec les cheveux, avait encore un truc à rajouter avant qu'on passe à l'abécédaire. Ah oui, c'était une bêtise. Je disais, si elle est blonde à forte poitrine, je veux bien son soutien quand même. Voilà, c'était con, mais... Oui, c'est le mot. J'ai entendu, c'est tout à fait ce mot-là. T'as pas les jingles sur ta console magique là pour faire un petit badoum? Je vais prévoir ça. J'ai encore une touche possible. Je vais rajouter un totem. Le truc de Hardisson là. Oui, c'est ça. J'ai ça pour l'instant. Comme Apple, alors que je me rends compte que je n'ai pas la conduite sous les yeux, ce qui va me poser un petit problème, mais bon, c'est pas grave. Je sais d'office que c'est Sébastien qui parle. Quoi, non? Je vois quelqu'un qui lève le doigt. C'est Sébastien. C'est ce Sébastien-là. Ouais, c'est celui-là.
Voilà. Donc, qui c'est qui a 2 pouces et qui va vous parler d'Apple? C'est ce gars-là. C'est ce gars-là. Apple qui renonce à son super chargeur sans fil. C'était une annonce il y a quelques temps maintenant, effectivement. C'est ça. Donc, en automne 2017, à l'occasion de la présentation de l'iPhone X et de l'iPhone 8, qui étaient d'ailleurs les premiers téléphones de la marque à supporter la charge sans fil avec le standard Qi, Apple avait aussi annoncé la disponibilité prochaine de son propre recharge, qu'ils avaient appelé le AirPower. Alors c'était un sneak peek à l'époque, ils savaient pas exactement combien ça allait coûter ou quand précisément ils allaient le sortir. Ils promettaient simplement la possibilité de charger 3 devices en même temps, à plus grande vitesse qu'un chargeur classique, à savoir un iPhone, une Apple Watch et des écouteurs AirPods. Et il suffisait a priori de les poser dessus sans regarder exactement où on les posait. Et ça se chargeait comme par magie, le niveau de charge s'affichait sur l'iPhone. C'était magique. Il faisait des trucs que même le standard Qi ne permettait pas de faire. Et d'ailleurs, ils avaient promis à l'époque qu'ils se mettraient en relation avec le comité qui élabore le standard Qi pour essayer de proposer ça en standard pour toute l'industrie, quoi. Et à l'époque, ils avaient annoncé une date de sortie en 2018. Sauf que, entre-temps, 2018 est passé. Tout le monde a regardé a lu dans les lignes de code des outils de développement comme d'autres lisent dans les lignes de la main pour essayer de détecter quand est-ce que le produit allait sortir. Et Anne, ma sœur Anne, elle a rien vu venir. Et puis on est arrivé en 2019 et on n'avait toujours pas de nouvelles. Et au contraire, on voyait les mentions du produit qui disparaissait progressivement de tous les supports marketing d'Apple. Et puis le coup près est tombé donc la semaine dernière, vendredi dernier. Apple a annoncé qu'ils avaient abandonné le projet. Alors la tournure des conférences, enfin des annonces de presse est toujours assez intéressante dans ces cas-là. Ils ont dit qu'en fait ils avaient abandonné le projet parce que ils n'avaient pas réussi à produire un produit avec un niveau de qualité à la hauteur de leur standard élevé, ce qui est du langage de marketeur pour dire on s'est planté, hein. Ouais. Et en l'occurrence des sources proches du dossier, on va dire, des sources internes, on dit que la difficulté, elle était technique. C'est tout simplement que les ingénieurs Apple se sont heurtés aux dures lois de la physique. Et en l'occurrence, le problème, c'était surtout le système qui permettait justement de pouvoir mettre ces devices un peu n'importe où sur le tapis. Ça nécessitait d'avoir jusqu'à plus de 50 bobines électromagnétiques dans le même tapis, dans un espace très restreint. Et ça, quand on fait un petit peu d'électromagnétique, on sait que ça chauffe. Ouais. Et le problème, en l'occurrence, c'est que le machin était carrément hasardeux niveau risque de feu, tout ça. Donc, et ils n'arrivaient pas à diminuer la température, et donc ils ont fini par abandonner le truc. Donc voilà, c'est fini. On n'aura pas d'AirPower. Alors la bonne nouvelle, c'est que il y a des alternatives qui existent. Il y a notamment, il y a Belkin ou Anker encore qui proposent des alternatives. Pour moi, la plus intéressante, c'est celle de Nomad, qui justement propose le produit le plus proche, puisqu'il permet aussi de charger 3 devices, dont l'Apple Watch, l'iPhone et les AirPods, mais sans évidemment tous les trucs qui clignotent que Apple nous promettait. Donc ça, visiblement, ça va pas être possible. Sébastien, l'autre, celui qui est à ma gauche, à un moment donné, c'était un achat compulsif chez lui, je pense. Quand il voyait un chargeur sans fil, il fallait qu'il l'achète. Je me rappelle que tu nous avais fait un hors-série à l'époque, il y a longtemps maintenant. C'était notre première saison où tu avais sorti tous les gadgets que tu achetais pour partir en vacances. Et je pense que tu avais sur 12 gadgets, 6 étaient des chargeurs sans fil. J'ai l'impression. Mais c'est... Oui, je suis assez fan, fan du chargeur sans fil. Et pour moi, changer de téléphone, c'est l'aspect numéro 1. S'il n'a pas de recharge sans fil, je m'en fous, je prends pas. Oui, c'est juste pas possible. Parce que de remettre un câble dedans quand tu as eu un téléphone et avec une recharge sans fil, même si ça prend plus longtemps, je m'en tape. C'est pas possible, c'est une question de confort. Après, mon dernier, parce que j'ai quand même encore depuis le numéro un autre gadget sans fil, c'est un que je suis pas sûr que je pourrais vous montrer, mais en gros, vous voyez, ça ressemble à un gros tapis. Oui. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est un gros tapis de souris Corsair. Bon, déjà, c'est un super tapis. Voilà, il est joli. On peut assommer quelqu'un avec. Ça ressemble à une Wacom aussi, une tablette Wacom. Ouais, c'est ça. Je peux le remonter peut-être maintenant qu'on voit un peu mieux. Et il y a une zone ronde. Si vous regardez un peu, il y a une zone ici, ronde, des ronds, qui est un chargeur sans fil. Donc, c'est pas une taque de cuisson. Hein. C'est pas une taque de cuisson, c'est un chargeur sans fil. Et donc,
Alors que tu as toute la place parce que tu as vraiment assez de place que pour jouer avec toute ta souris, Ouais. et ben, quand tu veux, tu mets ton téléphone dessus et charge. Pas mal. Et donc voilà, c'est super pratique parce que tu n'as rien qui fait chier sur le bureau en disant c'est quelque chose pour charger ton téléphone. Non, tu as juste ton petit tapis de souris. Pas Voilà, mal. donc, par contre, c'était pas donné Corsair, quoi. Bah oui, c'est ça. En plus, Oui, voilà. donc voilà. Bah écoute, Et ils font aussi la souris qui va avec, Ouais. qui est une souris Corsair, hein, Oui. voilà, sans et rire. qui se recharge sans fil aussi, non, ou pas? Qui se recharge sans fil aussi, et avec fil. Ouais. Et au final, là, je dois quand même critiquer le truc, c'est que la souris bouffe tellement, parce que c'est une Corsair pour les gamers, donc tu vois, Ouais. c'est de la précision, donc ça consomme à mort. Si tu ne le recharges pas toutes les nuits, tu n'as plus de souris le lendemain. D'accord. Donc, En fait, la zone de recharge sur le tapis en question, pour la souris. C'est pour la souris, en fait, oui, c'est ça. C'est pour la souris. Mais ils vont très fort dans les accessoires. Après, ils te donnent tous les petits, des petits adaptateurs pour mettre sur les téléphones avec du micro USB qui ne font pas du sans fil pour pouvoir le mettre en sans fil aussi. Donc, voilà, c'est Corsair, quoi. Tu payes cher, mais c'est bien. Voilà, t'aurais payé cher pour du Apple aussi, mais tu l'auras pas. Voilà, ça viendra pas. Pour la petite histoire quand même, en même temps, enfin la même année, ils avaient aussi annoncé le nouveau Mac Pro. Et du coup, il y a certaines personnes, notamment quand on voit un petit peu le virage service qu'ils ont annoncé ces dernières semaines, qui se posent des questions. Est-ce qu'on verra un jour le Mac Pro, qui est a priori prévu pour cette année, mais pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur. Et il faudra voir, il y a la conférence développeur, la WWDC, qui a lieu début juin. Oui. C'est un produit pour les professionnels. Peut-être qu'ils pourraient commencer à nous laisser voir 2-3 trucs. Ou est-ce qu'ils vont attendre la rentrée? Ou est-ce qu'ils vont pas le montrer du tout? On sait pas. Alors que les professionnels se tournent de plus en plus vers des machines sous Windows, hein, parce qu'il faut bien bosser à un moment donné et évoluer. Donc voilà, on peut pas rester avec des vieilles machines indéfiniment non plus. Il faut à un moment donné faire des choix. Et ces choix, en général, sont faits pour durer un certain temps, parce qu'il y a une période d'amortissement quand même. Hein, il faut reconnaître aussi. Seb, tu voulais... Oui, j'avais un truc. Au fait, les mecs, ils ont quand même inventé la plaque à induction, quoi. Oui. Ben oui, mais c'est le même principe. Ça chauffe, c'est pratique. Oui, c'est ça, c'est le même principe. Et ça chauffe sans mettre de poêle dessus. Tu mets juste ton œuf directement sur le tapis et paf. Tu peux directement cuire. C'est ça, c'est super pratique. Ils sont bien. Merci Apple. C'est fort, Apple. Allez, on passe à la lettre A comme AZERTY avec quelque chose dont on avait déjà évoqué la possibilité il y a déjà pas mal de temps de ça, c'est le fameux clavier AZERTY, hein, vous savez, c'est l'ordre des touches. Mais il y a des différences du côté des claviers AZERTY et ils sont pas tous pareils. Et là aussi, il y a peut-être des choses qui vont évoluer, Sébastien. Voilà, donc le standard de nos claviers d'ordinateur, c'est le bon vieux AZERTY qui est franco-belge, même s'il y a des petites variations entre les deux versions. Et on parle maintenant effectivement d'un prochain rafraîchissement de la norme qui est derrière tout ça, qui est gérée par l'AFNOR, l'Association française de normalisation, qui a étudié depuis quelques années, suite à un appel du ministère de la Culture en 2015. Ils avaient lancé une étude auprès des fabricants, des éditeurs de logiciels et puis de certains scientifiques pour essayer d'optimiser un peu le bousin. Et là maintenant, ils ont annoncé les résultats de cette étude et de la consultation qui est venue derrière. Et au final, ils ont choisi de ne pas choisir, puisqu'à la base, ils avaient proposé 2 layouts, un AZERTY amélioré et un Bepo. Alors pour rappel, le Bepo, c'est en fait une disposition de clavier complètement différente de l'AZERTY classique, qui est conçue scientifiquement pour être beaucoup plus confortable pour la langue française, en mettant les touches les plus fréquemment utilisées, les plus accessibles possibles. Et donc ils ont proposé un nouveau Bepo et un AZERTY amélioré, et ils ont intégré ça dans la norme NFZ 71300. C'est son petit nom poétique. Et voilà, il y a ces 2 alternatives. Alors c'est une norme qui est volontaire, c'est-à-dire que ils vont pas l'imposer aux constructeurs, aux fabricants. Il y aura probablement des services publics qui vont intégrer ça dans leurs appels d'offres, mais au-delà de ça, ça va être basé sur la base du volontariat. Et on espère que les fabricants vont coller au truc. En l'occurrence, l'AZERTY amélioré, ce qui va changer, c'est pas rien sur la disposition des touches de base. On va garder un bon vieil AZERTY. Par contre, toutes les lettres accentuées vont bouger.
Il va y avoir des nouvelles touches du genre le E dans l'eau, le E dans la, tout ça vont être rajoutés. Les touches, les E accent aigu grave, tout ça seront directement disponibles. Petite amélioration intéressante pour nous autres développeurs, c'est que les accolades et les crochets seront beaucoup plus accessibles. Je connais beaucoup de développeurs qui utilisent des claviers QWERTY juste pour ça. Les slash et les backslash aussi d'ailleurs, me semble-t-il. Ouais. Exact. Et puis il y aura des trucs plus originaux du genre les points de suspension qui seront directement accessibles ou les guillemets à la française. J'aime beaucoup ces trucs-là. Merci l'autocorrect dans Word, hein, on n'a pas besoin de ça sur un clavier. Enfin bref. Donc ouais, il y a quelques petits changements comme ça, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être plutôt bien accueilli. Et alors effectivement, il y a l'autre alternative qui est la disposition Bepo, qui est toujours plus radicale. Je rappelle au passage que la raison d'être de la disposition du clavier AZERTY, c'est pas du tout une raison ergonomique, c'est une raison mécanique. C'est-à-dire que c'est hérité du clavier des bonnes vieilles machines à écrire, à l'époque où il y avait des tiges sous les touches, et tout était conçu pour que les lettres qui se suivent le plus souvent dans la langue se trouvent le plus loin possible sur le clavier pour pas que les tiges se croisent. Voilà. Sinon, ça se coinçait. Donc, évidemment, on n'a plus ces problèmes de contraintes mécaniques, et donc il est temps qu'on optimise un petit peu tout ça, même si, de fait, quand on a l'habitude maintenant d'utiliser un clavier AZERTY, pour aussi inconfortable qu'il soit, eh ben, on en a l'habitude. Et donc, changer une habitude, c'est relativement compliqué, et ça va nécessiter un gros apprentissage, un gros réapprentissage en l'occurrence. Donc, à voir, est-ce qu'ils vont s'approprier le truc, et est-ce que ça va optimiser effectivement les choses. Il faudrait pas que ça ponde une troisième norme, quoi, tu vois. Ah oui, on a fait une nouvelle norme, mais les deux autres, on les supprime pas. On va les garder aussi, donc du coup, on s'éloigne de l'objectif qui est de rationaliser le truc. C'est un peu dommage. Et ça va plus loin que ça. C'est qu'en fait, après les premières analyses qu'ils avaient faites, ils avaient proposé deux prototypes, en gros, de layout en 2017. Et ils avaient proposé ça à la communauté, aux gens qui pouvaient donner leur avis, etc. Et suite à ce truc-là, il y avait une autre communauté qui avait repris le AZERTY amélioré et qui avait fait ce qu'ils appellent l'AZERTY global, qui était une version améliorée de l'AZERTY amélioré. Mais donc maintenant, on se retrouve avec ce standard-là en plus, mais qui n'est pas un standard officiel de l'AFNOR. Donc on a l'AZERTY, on a l'AZERTY Windows, on a l'AZERTY amélioré, on a l'AZERTY Mac qui n'est pas le même que Windows. Et encore, je pense qu'à l'époque du Minitel, c'était encore un autre type de clavier où c'était tout con, c'était A, B, C, D, E, si je dis pas de bêtises, les claviers des Minitel, c'était ça, hein, c'était encore un autre truc, comme si c'est quelqu'un, le Minitel, c'est quelqu'un qui avait jamais vu un clavier de sa vie, à mon avis, mais qui avait mis les lettres dans l'ordre, en se disant, tiens, finalement, c'est vrai, ça ne coince plus maintenant dans la machine, donc on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Sébastien, une remarque là-dessus ou pas Ouais, non, j'en ai une, parce que le clavier, même si c'est plus le trip de marque, mais ça, c'est pour les trucs qui font clic à clic à clic. Oui, moi, j'ai aussi mes petites marottes. C'est ça, les claviers mécaniques. Oui. Moi, j'ai aussi ma petite marotte qui fait toujours pleurer tout le monde. C'est... voilà. Ah oui, le clavier... le clavier ergonomique. Ergonomique avec, en papillon, quoi. C'est ça. Avec deux parties. Et c'est un clavier qui est incliné vers... en plus, il est incurvé. Ouais. Et donc, voilà, c'est parfait pour les poignets. Et voilà, mes poignets m'en remercient tous les jours. Mais toi, c'est parce que tu te sers de tous tes doigts, toi, quand tu tapotes sur ton clavier, non? Oui, mais là, t'es obligé avec ce clavier, en fait. T'as pas le choix. Oui, c'est ça, oui, c'est fait pour. T'es forcé à ça. Il faut reconnaître que la majorité des gens, et dans l'informatique et dans toutes sortes de domaines, c'est la frappe du gendarme, quoi. C'est les deux doigts. 3 ou 4 dans le meilleur des cas, mais les 10, ça devient rare. Oui, non, c'est clair. Et là, en fait, ce clavier, pour m'en souvenir, parce que ça fait presque 20 ans maintenant que j'utilise ce genre de clavier, à l'époque, quand c'est sorti, j'ai trouvé ça génial, et depuis, je n'ai plus que ça. Et il faut savoir que ça demande aussi un temps d'adaptation, parce que les touches sont au même endroit, mais t'es perturbé, et ça te prend facilement 2 à 3 mois pour réussir à t'habituer à ce clavier. À partir du moment où tu es habitué à ça, retourner sur un clavier normal, c'est possible, mais là, tu perds du temps. Parce que tu gagnes en efficacité sur ce genre de clavier. Je me demande si Microsoft ne l'avait pas édité à un moment donné en 2 morceaux séparés. Parce que c'est Microsoft qui avait... C'est Microsoft. C'est quasi que Microsoft. Logitech en a fait un, et Microsoft les a attaqués en justice parce qu'ils ont un brevet dessus.
Et donc Microsoft est le seul à pouvoir produire ce clavier. Je pense qu'ils en avaient fait un qui était carrément en 2 parties séparées, donc tu pouvais avoir une feuille au milieu et les deux parties de droite et de gauche. Mais il faut taper à 10 doigts, parce que sinon c'est ridicule avec un doigt sur chaque clavier. C'est clair, mais ça t'aide à le faire. J'ai encore 2 petites anecdotes très courtes là-dessus. La première, c'est que je suis très content qu'on continue à faire des évolutions sur le clavier, c'est génial, mais ce ne sera jamais adopté qu'à partir du moment où on puisse avoir des claviers avec des touches custom, comme de e-ink. À l'époque, c'était difficile en OLED, ça nous coûtait un avion de chasse. Maintenant, e-ink, il doit y avoir moyen de commencer à trouver quelque chose d'abordable pour ce genre de choses. Et au moins, tu pourras avoir même un clavier. Allez, regarde, regarde, comme c'est joli. Hop là, voilà. Ça s'appelle Stream Deck. Mais là, t'as pas encore peu de touches. Oui, j'ai trop peu de touches pour écrire un texte avec, mais c'est ça l'idée. Hein. C'est ça, c'est génial. Donc ça, c'est rigolo comme tout. C'est fait pour les gamers, au départ, qui se filment et qui ont la possibilité de lancer des actions comme ça et faire des macros, hein, comme on dit, donc de lancer des actions. Suivant l'action et le programme, ton clavier peut évoluer. Donc là, c'est quelque chose qui devient vraiment, qui pourrait être une grosse amélioration du clavier. Ça, c'est le premier point. Et je pense qu'ils sont obligés d'aller jusque-là parce que aujourd'hui, quand ils produisent des laptops ou quoi que ce soit, après, la seule customisation qu'ils font pays par pays, c'est d'aller mettre les lettres sur les touches. Et ça les fait chier parce que du coup, après, ils ont un AZERTY FR qu'ils peuvent pas vendre en France, en Belgique, enfin, tu vois, tout le bordel. Et pour revenir au clavier, petite anecdote que probablement peu de gens connaissent. Bon, d'abord, je travaille avec un clavier en AZERTY français. Hein, voilà, ça se voit, c'est chiant, mais on s'y habitue aussi. Et là, il y a une raison de nouveau historique, c'est qu'à un moment, Microsoft, qui a produit ces claviers, dit « j'en fais plus des Belges ». Et donc, j'ai téléphoné à Microsoft parce que je n'étais pas content du tout. Et donc, j'ai eu les gars en Belgique qui m'ont dit « écoutez, oui, nous, on voudrait bien, mais on ne peut pas en produire parce qu'il n'y a pas assez de volume. Donc, le l'AZERTY belge, c'est mort pour vous, on n'en fera plus. » Donc, à partir du moment où tu entends ça, alors qu'on parle d'un pays au complet qui peut utiliser ce clavier, là, tu te doutes que la norme dont vient parler Sébastien, pour les 200 claviers qu'ils vont vendre par an, personne va sortir ce genre de clavier. Donc, risque, effectivement. Et là, je pensais que c'était un petit sujet. Pardon. Je suis heureux de voir que c'est un sujet plein d'infos. Oui. Et pour le rallonger encore, pour rebondir sur ce que disait Sébastien, on avait parlé dans un épisode précédent d'un prototype, je crois, qui avait été présenté au CES, il me semble, d'un clavier français où ils ont mis un ink au fond et des touches transparentes par-dessus. Parce que c'est pas LDLC qui... Si, c'est LDLC. Oui, c'est ça, c'est le vendeur LDLC qui avait proposé ça, et je sais pas s'il y a eu des suites depuis le CES, j'ai pas suivi trop C'était encore un prototype, mais je vais regarder où ça en est, parce que je pense que c'était assez bien avancé. Et là, l'idée, effectivement, c'était une grosse dalle en dessous, globale, et voilà. Finalement, peu importe la manière dont on y arrive techniquement, hein, le truc, c'est d'y arriver, et effectivement, retenir tous les raccourcis clavier, par exemple, dès le moment où on a cette possibilité de, en fonction de l'application, faire moduler son clavier et afficher les touches qui vont bien au bon endroit, ça fait gagner du temps aussi. Et si c'est en couleur en plus, alors ça c'est merveilleux, ça c'est magnifique. Je pense qu'on a bien fait le tour du clavier, hein. Allez, on passe à la souris. On va vous en bricoler une. B comme bricolage. Un Raspberry Pi directement intégré dans un clavier, Sébastien. C'est une drôle d'idée, mais finalement ça fait un PC portable, j'ai envie de presque dire. C'est ça. Et on revient sur le clavier. Oui, on revient au clavier, effectivement. Oui, c'est une news que j'ai vue aujourd'hui, parce qu'effectivement, elle datait d'aujourd'hui, 4 avril, on enregistre le 4 avril au soir. Et j'aime bien ce genre de bricolage, donc voilà, je voulais juste vous en faire part, parce que voilà, ça sort un peu de l'actu classique, mais il y a un mec qui s'est amusé, il a pris un clavier, il l'a ouvert, il s'est dit, il y a plein de place là-dedans. Et donc, il s'est dit, je vais mettre un Raspberry, je vais mettre les sorties, je vais mettre tous les petits trous, et en fait... voilà, son clavier est devenu un ordinateur à lui tout seul. Je pense qu'il y a des marques qui ont fait ça par le passé avec des trucs un peu costauds. Mais ici, c'est un Raspberry avec un bête clavier. Donc, grosso modo, c'est possible. C'était un truc pour pas cher du tout. Il y a quand même encore l'obligation de câble parce qu'il a pris un modèle classique de Raspberry. Donc, il doit y connecter l'HDMI, Power, etc. Mais il y a la version Wi-Fi où il pourrait se passer déjà de pas mal de connecteurs. Pour le truc. Donc voilà, ça c'est le prochain challenge. Le mec a sur le site donné tous les détails
ce qu'il a comme clavier, ce qu'il a comme truc, où il a fait les trous. Donc si vous voulez refaire le truc, si vous avez envie de vous amuser, c'est pas un bricolage qui coûte des millions d'euros. Et je trouve ça assez drôle d'arriver avec un clavier avec un port HDMI. Il faut quand même un petit peu chipoter si on rajoute des cartes, je sais plus comment, c'est un format spécial pour le Raspberry qui se plug par le dessus. Il faut une nappe à ce moment-là pour arriver à le connecter à plat, puisque on se doute que dans le clavier, il n'y a pas la place en hauteur. Donc il faut un peu bricoler, quoi. C'est du bricolage. T'as pas besoin, dans la plupart du temps, le Raspberry tout court te suffit. Oui, ça suffit aussi, oui, bien sûr. Voilà, je sais pas, l'autre Sébastien, s'il avait bricolé, lui qui est nomade, qui se déplace et qui a besoin de faible encombrement, peut-être une solution. Ouais, non, mais ça va pas aller pour développer, ça va pas être assez puissant le Raspberry, malheureusement. Voilà. Quoique pour développer, pour taper du code, il faut pas non plus beaucoup de ressources. C'est ça, il faut un éditeur texte en console, t'as besoin de quoi? Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que le code, il s'exécute pas tout seul, il faut le compiler après. Et c'est là que ça devient... Oui, mais ça, c'est à distance. C'est sur le cloud. Tu fais ça chez Amazon. Enfin... je file ça à Claude, et Claude se débrouille, le fameux... Le fameux Claude. Ok, bon, ben c'est un chouette petit bricolage, pourquoi pas, faire chez vous. On met évidemment, comme toujours, sur chacune de nos news, la source, le lien vers le site, ou des fois plusieurs liens vers les différentes sources vous sont gracieusement offerts, j'ai envie de dire, pour aller plus loin dans la réflexion et pour vous aussi vous documenter sur la question. Ce lien-là, il est également en regard donc de la vidéo sur YouTube ou dans notre blog lestechno.be. Voilà, qu'on va parler d'essence. On a l'habitude de parler de voitures électriques régulièrement, mais là, il s'agit d'essence. Eux, comme essence, des voleurs siphonnent 120 000 litres. 120, je pensais 120 litres. 120 000 litres d'essence. Qu'est-ce que ça, technologique? Ça, c'est Bruno. J'ai deux Sébastien. C'est qu'il ressemble, hein. C'est vrai qu'il ressemble. Allez, à partir de maintenant, on va dire que je m'appelle Bruno. Bah oui, ils se coiffent tous les deux avec une peau de chamois. Qu'est-ce que vous voulez Donc, Sébastien. Voilà, donc 5 hommes ont donc été interpellés par la police la semaine dernière en France, après une enquête qui a permis donc de démanteler un réseau de vol de carburant dans les stations Total. Vous allez me dire effectivement qu'est-ce que ça a de technologique tout ça? C'est que mine de rien une station d'essence, une station de carburant, c'est quand même basé sur des pompes. Et des pompes, il y a de l'électronique dedans. Et en l'occurrence, la marque de pompe qui était utilisée, enfin qui est toujours utilisée par Total dans la plupart de ces stations, elle est connue et il y a une télécommande qui existe, qu'on peut trouver sur Internet et qui est utilisée par les pompistes, enfin les gérants de stations, pour la passer en mode manuel notamment. Et c'est ce que les gars ont réussi à faire. Donc ils ont acheté la télécommande pour genre 200 €. Et puis ils l'ont utilisé pour passer un certain nombre de stations en mode manuel, ce qui leur permettait de vider les cuves sans payer le moindre centime. Alors évidemment, au début, ils ont fait ça pour eux, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de gens que ça pourrait intéresser, donc ils ont créé des groupes Facebook privés pour inviter les gens à venir se servir. Évidemment, pas gratuitement, faut pas déconner, il y a un investissement quand même. Donc ils ont permis aux gens d'acquérir de l'essence à des prix imbattables. Eux-mêmes, ils se sont amusés à aménager des cuves dans des camionnettes pour pouvoir terminer le truc, tu vois, achever le vidage tant qu'on y est, qu'on finisse, quoi. Et aller revendre ça en banlieue parisienne, puisque tous les méfaits ont eu lieu en région parisienne. Ils visaient prioritairement des stations à la campagne, vous savez, les stations automatiques où en général il n'y a pas de guichet, c'est juste qu'avec des cartes de crédit. Donc voilà, comme ça ils étaient un peu plus discrets. En même temps, il me semble que toutes ces stations-là sont équipées de caméras, donc je vois pas comment ils ont réussi à être aussi discrets et effectivement à voler pour au final un butin qui représente 150 000 € de carburant. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. Ouais. Et alors, le plus drôle dans tout ça, c'est que il y a eu une enquête qui a duré des mois, on les a trouvés, on les a arrêtés, etc. Sauf que la solution pour Total était assez simple. C'est qu'ils se sont juste rendus compte que toutes ces pompes, elles avaient un code PIN à 4 chiffres qui, par défaut, était à 0000 et qui n'avait pas été changé. Et donc, c'est tout simple. C'est une solution toute simple. Voilà, c'était tout con. Il a suffi de changer les codes PIN et du coup, la télécommande ne marchait plus sans le code PIN. Et voilà, le problème était résolu. Ce qui était beaucoup plus discret que de sauter sur le tuyau, parce que ça j'ai vu faire quand même. Bon, il paraît qu'on peut siphonner en sautant sur le tuyau, mais c'est un petit peu visible.
c'est peu discret et c'est fatigant. C'est parce que donc Mais là, c'est quand même hallucinant. Ouais. Parce qu'il y a eu, comme tu disais, 120 000 litres. Ça s'est fait sur plus de 170 la opportunité, quoi. Enfin, il y a eu 170 vols dans 170 stations différentes et ils ont laissé le truc courir. Ils n'ont pas, avec les caméras et tout, ils n'ont rien réussi à avoir avant. Enfin, je comprends pas. D'autant plus que pour gagner du temps, j'imagine qu'ils allaient à la pompe parce qu'il y a une pompe camion hein, qui débite beaucoup plus rapidement. Parce que quand tu dois remplir la réservoir d'un camion, si c'est du diesel, bah, ça va prendre, ça risque de prendre beaucoup de temps si tu es à la pompe auto. Donc il y a des pompes avec un débit beaucoup plus important. Donc on imagine qu'ils se sont servis de ces pompes-là, tant qu'à faire. Bah, en général, ces pompes-là, tu les trouves plutôt au bord des autoroutes et tout. Là, vu qu'ils étaient plutôt sur les stations de campagne, je sais pas s'ils avaient vraiment ça. Mais justement, enfin, je veux dire, ça a dû se voir, même à la campagne, t'as des cortèges de dizaines de bagnoles qui se pointent sur une station tout d'un coup, comme ça, où d'habitude, il y a 2 pelés 3 tendus. Avec l'histoire de la camionnette, avec la cuve dans la camionnette, le mec, il reste pendant 1 heure. avec le pistolet dans un truc. C'est ça. Bah dis donc, elle avait soif. Hein. Oui, c'est ça. Mais où est-ce qu'elle met tout ça? C'est voilà. Bon, en même temps, voilà, bah, ça marchera plus. Hein, donc n'essayez pas chez vous. Voilà. Oui, c'est ça. Et en même temps, c'est Total. On va pas les plaindre. Hein, ça c'est ça. Bon, en même temps, oui, c'est ça. C'est du vol, hein, soyons clairs. Mais là. Mais là, c'est un hack, on l'a laissé la porte ouverte, quoi. C'est tout simple, en fait. Hein, Seb, il veut rajouter un truc. Ouais, je sais pas, moi je suis dubitatif. J'avais vu le truc, ça m'a bien fait rigoler, mais 120 000 litres pour une boîte comme Total, c'est du vol. Ouais, c'est du vol. Mais à part demander au mec de rembourser, ma foi, bon, voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Et au final, c'est un crime, comment dire, qui apprend quelque chose à Total. C'est de leur faute, quoi. Hein. C'est pour ça que je parle de hack. C'est de la responsabilité. Donc, voilà, ils ont appris quelque chose qui aurait pu leur coûter probablement beaucoup plus cher que 150 000 €. Oui, parce qu'une bande bien organisée, ils auraient pu aller très très loin, et oui, c'est bien sûr. Et attention, je pense que 150 000 €, c'est le prix d'achat de l'essence. Donc, ils ont calculé un manque à gagner. Donc, ça veut dire que Total a probablement perdu 50 000 € et l'État a perdu 100 000 €. Oui, c'est Parce qu'il y a les taxes dans tout ça. Oui, c'est ça. Donc, enfin, ça fait quand même du monde qui est floué sur le coup, mais et l'État, en général, ils apprécient pas trop hein, qu'on leur pique du pognon, donc forcément, ça va leur coûter bonbon. Ils enferment. Voilà. C'est vrai? Non. Non. C'est quand même fort. On passe à la suite. Hop. Ah, ça c'est vraiment... À un moment donné, il faut le reconnaître, même dans la news high-tech, il y a toujours des trucs, à un moment donné, qui remontent régulièrement. Ça devient un marronnier. C'est Facebook. Facebook, ça revient régulièrement. Et si Facebook vous demandait votre mot de passe de vos emails, qu'est-ce que vous feriez? C'est la question qu'on peut se poser, qui se pose d'ailleurs, Sébastien. Oui, je me la pose. Et puis, je lis le news et puis je me dis, mais non, ils n'ont pas osé. Si, ils ont osé. Ils ont osé. Les mecs, ils sont... Et en plus, ils justifiaient que c'était très, très, très bien. Donc, il y a un chercheur en sécurité, Isushi, donc voilà, un gars sympa, qui a vu ça apparaître. Il se dit, tiens, c'est bizarre, on me demande mon email. Et après m'avoir demandé mon email, quand je crée mon compte Facebook, on me demande le mot de passe de mon compte email. Je dis, mais sur des plateformes genre GMX, Hotmail et des trucs comme ça. Mais pas Hotmail, mais vous avez compris, hein, similaire, webmail. Et donc le mec il se dit mais pourquoi, enfin de quoi il se mêle? Et en fait, oui, c'est voilà une manière pour Facebook de confirmer que t'as pas un faux compte, comme ça ils vont vérifier sur ton compte et puis ils se disent, ils ont justifié un petit peu plus loin en disant, et puis grâce à ça, parce que l'étape suivante, on te demande d'inviter tes copains, bah, comme tu sais pas l'inviter parce qu'on n'a pas de lien avec ces messageries dont on parle, eh ben là on se connecte comme étant toi et on va siphonner ton adresse book et puis on te propose de le faire. Et comme ça, tu as gagné un clic. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, après ils disent, ouais, peut-être que c'était pas une bonne idée, mais on a quand même pas proposé ça à beaucoup de gens et on va le désactiver. Hein, mais bon, ces temps-ci, on trouvait que c'était quand même pas mal, faciliter la vie des gens en siphonnant leur truc. C'est aberrant. Sympa, hein. Mais c'est juste pas mal. Hein. On se casse le cul, excusez-moi l'expression, à expliquer aux gens tout le principe du phishing, etc. Que si on vous appelle ou si on vous envoie un mail en demandant vos passwords, de surtout pas les donner, machin et autres, et eux ils le font. Voilà. Mais ça, je trouve que là, pour le coup,
Ça, c'est un vrai délit. Ça mériterait d'être puni et voilà, prison. Surtout que, alors je sais plus si on en a parlé le mois passé, mais Facebook a été épinglé aussi pour avoir stocké entre 2 et 600 millions hein, de mots de passe en clair sur ses serveurs. Oui. Donc, bon, voilà, après, demander les mots de passe d'autres messageries, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'ils mettent comme sécurité pour ce genre de choses? Avec un petit argument qui c'était, ah ouais, mais il y avait que nos employés qui y avaient accès. Ouais, mais ça fait quand même du monde, quoi. C'est quand même, voilà. Non, c'est d'une légèreté. Et chaque fois, on le dit avec Sébastien, l'autre, hein, enfin, celui-là. Chaque fois, on remet le, enfin, ça devient pathétique, quoi. Et quoi, on va encore avoir des excuses de marque. Moi, je pense qu'il va falloir faire, à un moment donné, un déroulé de toutes les excuses de Zuckerberg. Hein. Ça va être un film, c'est un long métrage, quoi. C'est Social Network 2. Mais en même temps, enfin, je dirais, ça me surprend même plus dans le sens où il y a aucune punition, il y a aucune. Il y avait eu cette histoire aussi de la boîte qui faisait du credit scoring, là, qui avait laissé échapper, je sais pas combien de centaines de millions de numéros de sécurité sociale aux États-Unis. Il y a personne qui a été inquiété, personne n'est allé en prison, personne n'a payé le moindre truc. Donc forcément, ces mecs-là, ils font même plus gaffe. Ça devient la loi de la jungle, quoi. Ils y vont carrément, et puis. Après, c'est oui, pardon, désolé, on leur fera plus, mais ils continuent quand même. Oui. Donc, il y a une espèce d'impunité générale. Enfin, que fait la police, quoi? Mais je reste avec mon idée de scénario de Social Network 2. Ce sera une longue suite de désolé, je suis désolé. Sorry, je suis désolé. Désolé, je suis désolé. À mon avis, on fait bien 1h30 avec ça hein, maintenant. Ça va, on a de quoi faire. Ça va être vite écrit, ça va être vite fait. Voilà. C'est parce que ça ne s'arrête pas, ce genre de choses. Soyons clairs. Regardez, F comme Facebook, une deuxième fois. 540 millions d'utilisateurs librement disponibles. C'est tentant, non Qui en parle de nouveau? Sébastien, forcément. Sébastien, oui, c'est Sébastien. Et oui, et celle-là, elle est encore mieux, quoi. Tu vois, c'est un truc qui date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 4 avril, jeudi, tout ça, 2019. Et donc, c'est un truc exceptionnel. Les mecs, c'est une société de sécurité, UpGuard, qui a trouvé ça. Ils disent, bon, on se promenait sur les serveurs pour voir ce qui est bien sécurisé ou pas. Et on a trouvé, par hasard, une base de données au Mexique. Voilà, d'une boîte Cultura Collectiva, un truc lifestyle, sympa, petite boîte cool. Et la petite boîte cool, sur ses serveurs, qui était librement accessible, hein, sans protection, comme ça, vas-y, rentre, prends ce que tu veux, sers-toi. 540 millions de data d'utilisateurs, et les 540 millions d'utilisateurs, ils viennent directement de Facebook, parce que c'est grâce aux applications Facebook qu'eux ont siphonné les datas avec donc les noms, les commentaires, les j'aime, les totales, et les mecs, ils ont tout copié. Parce qu'ils disaient comme ça, bah, on saura un petit peu ce qu'ils ont envie comme contenu qu'on va pouvoir leur envoyer. Et donc ils avaient une copie de, bah, voilà, un demi-milliard de personnes sur leur serveur, sans aucune sécurité. Donc je trouve ça assez sympa, hein, tu vois. C'était sur un serveur, je sais pas si tu l'as dit, c'était sur un serveur Amazon d'ailleurs, je pense. Sur un serveur Amazon, oui. Voilà, quelques heures après, Facebook a dit oui, mais bon, on a fait supprimer les datas. Oui, mais pendant combien de temps c'est resté là? Ça, personne ne sait. Hein, combien de gens l'ont copié? Ça, voilà, je sais pas. Si tu prends 540 millions d'utilisateurs de Facebook, si le truc est un petit peu âgé, quoi, d'un an ou deux, c'est tout le monde. Hein. Oui. Hein, faut pas trop chercher. Hein. On y est tous. Hein. Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit juste avant. Revenez en arrière, mais on en est toujours là, quoi. C'est juste pathétique. Et je ne sais pas ce que les gens attendent pour finalement, à un moment donné, prendre conscience de ce qui se passe avec ce réseau social. Alors on a dit fin d'année dernière que malgré tout ce qui s'était passé déjà auparavant, finalement, même pas une égratignure dans la peinture chez Facebook. Que du contraire, ils avaient même gagné quelques abonnés. Je trouve ça très surprenant. Oui et non. Est-ce que l'outil est à ce point entré dans la vie des gens que pour qu'ils s'y accrochent de cette manière, sans doute. Oui, pour certaines générations, oui. Pour les plus jeunes, certainement moins. Mais attention, Facebook, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou tout autre réseau social, la boîte de sécurité a fait une longue interview dans certains journaux et disait des trucs assez justes. Il dit, à partir du moment où tu publies tes datas sur le web,
que tu mettes ton nom, que tu mettes des photos de toi avec ton chien, etc., tu dis, à un moment, le truc sera piraté. Donc, de toute façon, attends-toi à ce que tes données soient disponibles quelque part. Maintenant, après certains, du coup, le traitent avec un peu trop de légèreté. Ça, soyons honnêtes, c'est vraiment très, très léger. Mais voilà, tu l'as publié sur Internet, la sécurité absolue n'existe pas. Et ça, c'est difficile encore parce que là, c'est un autre problème qui est moins lié à Facebook sans doute. C'est un problème d'éducation aux nouveaux médias numériques, quoi. Et ça, on le dit, on le répète depuis de longues années, hein, j'aurais presque envie de dire. Et ça devient de plus en plus indispensable qu'il y ait cette prise de conscience depuis le plus jeune âge de se dire ce que je mets sur Internet reste sur Internet. Ça ne disparaît pas. On peut à la rigueur le glisser un peu sous le tapis, mais normalement, ça reste accessible. Et ça, il faut absolument le faire comprendre aux gens et de leur faire comprendre qu'on ne dit pas sur Internet ce qu'on ne dirait pas en rue ou au café ou au restaurant ou en public, quoi, de manière générale. Voilà. Je ne sais pas si Sébastien, l'un ou l'autre avait un truc à rajouter sur cette news. Oui. Je me faisais juste la réflexion que effectivement, à partir du moment où on publie ces données sur Internet et donc d'une certaine manière on participe à cette centralisation des données, on prend ce risque que il y a quelqu'un qui va être intéressé à aller attaquer et aller chercher à copier, à récupérer les données. Pour autant, il y a quand même pas une fatalité absolue là-dessus, parce que à ma connaissance et aussi loin que je cherche dans ma mémoire, un autre qui centralise tout autant les données, à savoir Google. Je ne crois pas me souvenir qu'ils ont déjà eu ce genre de niveau d'inconséquence et de... Pas à ce niveau-là. Peut-être pas à ce niveau-là. Oui, ils se sont fait pirater quelquefois. Hein, oui. Mais ils se sont fait pirater, mais jamais avec un niveau aussi manifeste d'inconséquence, quoi. Enfin, je sais pas. C'est ça, il y a se faire pirater et avoir mis tout en œuvre ou prouver qu'on a tout mis en œuvre pour ne pas se faire pirater, et puis ne pas se faire pirater, en fait. Mais n'avoir rien mis en œuvre pour que ça ne s'arrive pas. Voilà, c'est deux choses quand même fort différentes, quoi. Ouais, je pense que d'un point de vue, monétaire, Google est moins intéressant qu'un Facebook. Si en tant que scammer, tu vas aller trouver les infos sur Google, déjà ça va être un peu chaud à la base, et après pour pouvoir les exploiter, Facebook c'est facile, tu as la liste de tous tes amis, tu sais facilement balancer un scam, tu sais, la cible est beaucoup plus facile, il y a une grosse cible dans le dos de marque, tout est là, quoi. Il y a des API pour aller chercher les datas. Depuis l'affaire Cambridge Analytica et tout ce qu'on a dit sur on en parle encore pour l'instant dans l'actualité, le Brexit et la manière dont on a été chercher les électeurs, ceux qui ne votaient plus via les réseaux sociaux, et qu'on a retourné le vote en la faveur ou la défaveur de l'un ou de l'autre l'une ou l'autre des partis, c'est la preuve que c'est quand même un outil d'une puissance. On ne l'aurait pas fait via Google, quoi, soyons clairs. C'est quand même la preuve que c'est un outil d'une puissance et d'une violence assez rare, quoi. C'est dans notre histoire. Je pense que c'est la première fois qu'on a un tel outil à disposition et que à peu près n'importe qui, un outil de propagande tel qu'était le cinéma peut-être à une époque, ou la télévision, ou que sais-je, voilà, ou la radio même, soyons clairs. Là, c'est Facebook maintenant, et ça fait pas plaisir évidemment, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut passer à la suite, puisque je suis en train de perdre ma voix, donc autant poursuivre. Tiens, on va un peu parler de Linux. L comme Linux, Sébastien, on va parler de Linux et des APK qu'on peut utiliser sur Linux directement. Il faut rappeler ce que c'est qu'une APK. Ouais, une APK. C'est quoi? C'est un exécutable Android, c'est ça? Non? C'est une application Android. Voilà. C'est bien. Ouais. C'est bien. En gros, c'est une grosse archive dans laquelle il y a tout. Hein, parce que c'est pas juste l'exécutable, il y a tout. Il y a des images, il y a tout, la totale. Mais c'est le format. C'est le format utilisé par Google effectivement sur Android. Et alors il y a déjà pas mal d'outils qui existent sous Linux pour jouer un peu avec Android et pour pouvoir faire tourner des applications Android sur ton desktop. Parce que même si on a beaucoup d'applications, si on peut en un coup avoir accès à tout un store sur son desktop, il y a des trucs qui sont intéressants. Et parfois juste pour jouer 2 minutes, hein, parce qu'il faut dire que historiquement, les jeux Linux, ça n'a jamais été le grand amour, même s'il y a Steam maintenant. Mais si tu veux utiliser WhatsApp ou même Skype sous Linux, c'était l'enfer. Là, tu pourras avoir un client Skype assez facilement. Eh bien, voilà. Donc, c'est un nouveau projet open source qui est encore expérimental, qui se lance, c'est Spurv. Et le but ici, effectivement, c'est d'avoir
ton APK que tu peux lancer comme étant un exécutable classique. Alors, les gars, à la base, ne prévoient que tu ne pourrais en lancer qu'un à la fois en full screen ou en fenêtré. Il y a des démos déjà en vidéo qui tournent, qui semblent quand même vachement prometteuses. Mais voilà, il y a déjà pas mal de gens qui sont en train de regarder le projet pour se dire, ouais, on va peut-être pouvoir faire un peu plus que juste une et lancer des applications, plusieurs applications comme si c'était des applications natives. Donc c'est vraiment en train de partir un peu live autour du projet. Je trouve ça assez amusant et assez intéressant parce que voilà, ça montre que certains environnements ne sont pas si hermétiques que ça, même si effectivement les Chromebooks c'est déjà du Linux, en fait, il y a déjà beaucoup. Moi j'y vois Mais voilà, un ça intérêt, enfin ça peut être intéressant pour des APK Android, mais qui sont liés peut-être à Android TV, par exemple, tu vois, parce que peut-être l'ergonomie sera peut-être plus adaptée à l'écran de l'ordinateur, des choses comme ça. Par contre, tu parlais de Skype, ce qui me fait toujours un petit peu peur avec ce genre de solution, c'est la gestion des devices derrière, tu vois, le bon micro, la bonne caméra, etc. etc. Est-ce que ça va bien fonctionner? Souvent, c'est un peu... quand ça fonctionne en parfaite autonomie, dans son petit écosystème, ça fonctionne, mais dès que ça doit parler avec quelque chose de l'extérieur, c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est pas... Voilà. Non. Ici, ils sont partis sur base d'un truc simple. Hein. Ils font tourner un Android complet. Donc, leur problème d'interfaçage, c'est entre eux et le système. Okay. Et s'ils arrivent effectivement Android à donner ton micro, l'application derrière, elle s'en fout. Un paramètre en amont à ce moment-là qui est lié plus à l'émulateur. Enfin, pas à l'émulateur. C'est une VM aussi, c'est un, oui, c'est ça, émulateur. Oui, bah oui, à ce moment-là, ça simplifie le problème. C'est beaucoup plus facile. Hein. Ouais. Mais ça peut donner des vies supplémentaires à des développements Android. Sébastien, opinion du choix. Oui, après, en gardant toujours à l'esprit que la plupart des applications Android sont conçues et designées pour être utilisées avec des doigts. C'est pour ça que je parlais d'Android TV. C'est pour ça que je parlais d'Android TV, où là, c'est avec la télécommande. Et donc, c'est plus proche, on va dire. Mais c'est toujours pas un clavier et une souris. Donc, à voir, est-ce que toutes les applications seront utilisables dans ce contexte-là. Ouais, il y a quand même pas mal de PC portables aujourd'hui qu'on vend avec écran tactile. Oui. Ça commence aussi à se trouver... c'est pas encore la majorité, mais il y en a quand même pas mal. Ou des tablettes sur lesquelles tu peux, si tu es un fanatique, mettre Linux parce que tu as envie. Sur la tablette, tu vas retourner de l'Android en émulé parce que c'est Linux. Ceci dit, si tu prends la Mi Box, la petite box Android TV de Xiaomi, tu peux brancher dessus un clavier et une souris. Hein. C'est pas un problème. Donc c'est prévu sur Android, il y a moyen d'interfacer ces devices-là au moins. Peut-être aussi peut-être une webcam, pas sûr, mais à mon avis il y a des chances. Mais effectivement, je suis sûr qu'avec les nouveaux S10, là, l'espèce de bête de course, tu peux faire tourner une VM Linux dans ton Android, dans laquelle tu peux faire tourner ta VM Android pour faire tourner ton APK. Et à ce moment-là, vous pouvez... Et à ce moment-là, vous pouvez participer au techno. Avec une bonne qualité d'image. Donc voilà, L comme Linux, c'est fait, on peut le dire comme ça, on peut passer à la suite, c'est une bonne idée, hein, soyons clairs. P comme PayPal, qui investit dans la blockchain. Là, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps, c'est Sébastien qui en parle. C'est bête. Non, mais c'est vrai, il fallait qu'on parle quand même un petit peu blockchain et crypto-monnaie. PayPal qui investit dans la blockchain, c'est quand même une nouveauté. Enfin, c'est pas fréquent, quoi. Alors, en fait, au début, j'étais vraiment curieux. Je voulais évoquer cette news-là parce que ça me paraissait effectivement intéressant. Et en fait, je trouvais intéressant de couvrir la news pour montrer à quel point, non, c'est pas intéressant du tout. On va pas parler de crypto-monnaie, on va même limite presque pas parler de blockchain. Hein, c'est encore une fois un de ces cas de buzz marketing. Ah, ils ont trituré le truc dans tous les sens. Ils te l'ont mais étalé à toutes les sauces dans toutes les news médias qui voulaient en parler. Je rappelle au passage, pour vous illustrer bien le ridicule de la situation, on parle de PayPal, donc c'est un gros intermédiaire de paiement, hein, créé à l'époque, entre autres par Elon Musk et d'autres, qui aujourd'hui vaut la bagatelle de 120 milliards de dollars à la bourse. D'accord ? Entreprise publique, tout ça. Donc ils viennent effectivement d'annoncer un investissement dans une start-up basée au Luxembourg, mais avec des gens en Chine, aux États-Unis et en France, je crois, qui vient de lever des fonds pour la bagatelle énorme de 15 millions de dollars.
Et la participation de PayPal là-dedans s'élève à, allez, à tout péter, d'après les estimations, on va dire 3 millions. D'accord. Autrement dit, c'est genre le CEO de PayPal qui a dû laisser tomber son portefeuille et puis ils ont mis l'argent dans le compte en banque et pouf, ça a fait un investissement, quoi. Il a été à la compta, il a dit je voudrais que les comptes soient ronds. Virez-moi ces 3 millions-là, ça dépasse, et investissez-les dans les chouba-choubs, tout ce que vous voulez. C'est tombé sur la blockchain. Alors, en l'occurrence, il y a une légère cohérence dans le sens où la société, donc, qui s'appelle Cambridge Blockchain, rien à voir avec Cambridge Analytica, mais il y a quand même blockchain dans le nom, donc c'est genre, on fait pas vraiment de la blockchain, mais on le met dans le nom comme ça fait bien flashy. Et puis accessoirement, ça peut servir à chercher des investisseurs, on sait pas. Et ils avaient participé déjà à un accélérateur de start-up au Luxembourg, qui était en partie sponsorisé par PayPal. Donc quelques années plus tard, ils sont revenus en disant c'est pas mal ce que vous faites, on aime bien. Et en l'occurrence, ce qu'ils font, c'est une solution qui permet de stocker des informations d'identité dans une blockchain. J'ai presque mal au ventre de dire d'utiliser le mot en l'occurrence, puisque c'est encore des cochonneries de blockchain centralisée, privée, tout ce qu'on veut. Donc même s'ils disent qu'ils sont compatibles avec d'autres trucs, en l'occurrence le public visé de leur solution, c'est les institutions qui veulent faire du KYC, donc de l'identification des clients, dans un contexte de GDPR mélangé à du PSD2. Donc pour faire un petit peu le tri dans les acronymes, GDPR c'est le nouveau règlement européen sur la gestion des données privées, et PSD2 c'est la nouvelle directive européenne pour forcer les banques à mettre leurs données accessibles à des fournisseurs tiers. Donc en gros, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des applications de gestion de vos comptes en banque qui ne seront plus proposées que par votre banque, justement. D'accord. Et donc dans ces contextes-là, effectivement, ils ont besoin d'avoir des processus beaucoup plus efficaces pour la gestion des données privées et de l'identification. Et c'est là où Cambridge Blockchain arrive avec sa petite solution où ils sont 15 à bosser dessus et puis ils espèrent changer le monde. Donc voilà, j'ai trouvé la news super intéressante parce qu'on en a fait tout un foin, c'est parti dans tous les sens, on a vu ça dans plein d'infos, y compris dans les blogs, dans les sites de news spécialisés blockchain que je fréquente forcément beaucoup, et où au final c'est vraiment creux et il n'y a pas grand chose. Alors c'est purement symbolique. Est-ce que ça va donner des grandes choses? J'en sais rien. Mais voilà, on s'est extasié partout en disant si PayPal investit aussi dans la blockchain, peut-être que ça veut dire quelque chose. Et regardez, en plus, le Bitcoin, il a pris 10% dans la nuit dernière. Ça veut dire quelque chose. Merci. Non, et on va arrêter 2 secondes de se masturber la nouille. Hein, et voilà, c'était juste presque comique. Si tout ça vous intéresse vraiment de manière pointue, la blockchain, les crypto-monnaies, etc., je vous invite à aller écouter le podcast de notre ami Sébastien, qui a fêté sa première année d'existence tout récemment, je dis pas de bêtises, premier anniversaire, comme le temps passe. C'est c'est 2 fois par mois, c'est ça? C'est rythme mois. Toutes les 2 semaines, ouais, toutes les 2 semaines. Et là, vous aurez toutes les informations qui vont bien. Ça dure aussi à peu près 1 heure chaque fois, et c'est disponible très facilement. Vous le retrouverez le lien très facilement également au bas de l'article chez lestechno.be. Il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si Sébastien l'autre avait un truc à rajouter sur ce domaine particulier, sur cette news en particulier. Non, pas de délit d'initié, non, voilà. Voilà, on peut passer à la suite. La lettre S comme SpaceX, là aussi c'est Sébastien qui s'y colle, c'est sa seconde barotte, j'ai presque envie de dire. Il va nous donner quelques nouvelles de l'espace. Voilà, il se passe des choses. De l'espace. Ouais. Chez SpaceX, il se passe des choses. Aujourd'hui même d'ailleurs, il se passait des choses, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc, hop là, tu vois, j'ai mon Siri qui s'est déclenché, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu as dit OK Google? Maintenant, j'ai mon iTunes. Oui, c'est vrai. Et donc, on parle de SpaceX. Première news assez intéressante pour ceux qui nous écoutent dès qu'on sort l'épisode un petit peu comme des crevards. Oui. Sachez que dans les prochains jours, c'est en l'occurrence le 8 avril, SpaceX va faire un nouveau lancement de sa Falcon Heavy.
Oui. qu'on n'avait pas vu voler depuis son vol inaugural en janvier 2018. Vol où, si vous vous souvenez bien, ils avaient bit une des premières voitures, une des premières Tesla Roadster de l'ami Elon Musk, en guise de charge utile de test, plutôt qu'un bloc de béton, c'était plus sexy. Et c'était le seul vol qu'on avait vu jusqu'à maintenant, donc un vol de démo, puisque depuis, aucun client de SpaceX n'avait eu besoin d'autant de puissance. Et là, ça va changer, puisque le 8 avril, donc, c'est un groupement d'industriels des télécommunications, je crois, des Émirats Arabes Unis, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, le satellite s'appelle Arabsat 6A et c'est un satellite de télécommunication qui pèse la bagatelle de 6 tonnes et qui vont devoir envoyer en orbite géostationnaire, donc c'est un peu loin, ce qui est 36 000 km par là. Et ils vont envoyer ça depuis la base, depuis le Kennedy Space Center, donc en Floride. Et on espère cette fois-ci qu'ils arriveront à récupérer, en tout cas qu'ils vont même essayer, c'est pas sûr, de récupérer les 3 boosters. Donc je rappelle, la Falcon Heavy, c'est en gros 3 premiers étages de Falcon 9 avec un deuxième étage classique, donc beaucoup plus péchu le machin. Et pendant le vol de démo, ils avaient réussi à récupérer les boosters latéraux, mais le booster central, il avait loupé la barge. Il était allé s'abîmer en mer à quelques centaines de mètres. Donc c'était un peu un demi-succès, même si devoir atterrir les 2 premiers étages, mon Dieu, ce que c'était beau. Oui. Donc on va espérer que cette fois-ci, ils vont essayer, puis ils vont réussir à récupérer les 3 étages. Toujours est-il que maintenant, la Falcon Heavy va connaître un second souffle commercial, on va dire, puisque il y a aussi d'autres missions qui sont prévues derrière celle-là, dont des missions pour l'US Air Force, etc. Donc voilà, il y a quand même des clients qui ont besoin d'un peu plus de puissance qu'une simple Falcon 9. Donc, on espère que ça va donner aussi plus de financement à SpaceX pour ses autres programmes. D'autant plus que là, on vise la Lune prochainement, et donc qu'il va falloir des gros cigares, des grosses fusées pour s'arracher de notre bonne vieille Terre. Et donc là, cette fusée-là, en l'occurrence, elle aura peut-être un rôle à jouer dans cette hypothèse. Alors, la Falcon Heavy, probablement pas pour les missions lunaires, parce que ça sera encore pas assez puissant. Mais par contre, elle permettra certainement, enfin, les lancements commerciaux de la Falcon Heavy permettront certainement de participer à financer le développement de l'autre machin, de l'autre gigantesque cigare qui s'appelle le Starship, qui là, pour le coup, est un concept, enfin, un design totalement nouveau. On parle d'un fuselage en acier inoxydable, de refroidissement, de refroidissement par transpiration, avec des moteurs qui sont complètement différents, puisque là pour l'instant ils utilisent des moteurs au kérosène, donc au RP1, et ils passeraient à des moteurs au méthane, puisqu'on en aura besoin du méthane pour aller recharger sur Mars. Donc c'est une fusée complètement différente, un lanceur complètement différent, beaucoup plus énorme aussi, et ils sont en train de faire un prototype dans le désert texan, Boca Chica. Vous avez peut-être vu des images, c'est assez hallucinant, parce qu'on a l'impression qu'ils sont en train de construire ça dans une grange ou en plein air, comme ça. Ça m'a fait penser à certains d'entre vous connaissent sans doute cette émission Striptease, qui était une émission d'origine belge, mais qui a aussi été diffusée en France sur France 3. Et il y avait un monsieur qui avait construit une soucoupe volante dans son jardin, un truc en bois avec des tôles en aluminium ou je sais pas très bien quoi, qui était charmant d'ailleurs. Hein. Il était sympathique comme tout, mais c'était un petit peu un petit peu habité. Et donc cette fameuse fusée construite aussi là à côté d'une ferme, ça ressemble un peu à ça, mais en beaucoup plus grand. C'est quelqu'un d'habité, mais qui a beaucoup de moyens. C'est ça. C'est ça l'idée. Et là, en l'occurrence, sa soucoupe volante, elle est beaucoup plus grosse et il y a beaucoup plus de lumière. Et accessoirement, il y a en fait, ce prototype-là, il n'est pas conçu pour voler, il est juste conçu pour sauter, pour faire des petits bonds de quelques mètres, quelques dizaines de mètres grand max. Là, en l'occurrence, ils ont fait des tests statiques du nouveau moteur qu'ils vont mettre dessus, le moteur Raptor, le moteur au méthane donc, et juste pour la faire sauter un petit peu. D'ailleurs, ils avaient attaché des câbles carrément pour que le machin reste cloué au sol. Voilà, ils ont fait un premier test statique. Le test est concluant, donc ils vont pouvoir passer à la suite. Maintenant, on est encore très loin, effectivement, de la promesse qu'ils ont fait d'aller faire un petit tour autour de la Lune en 2023 avec le richissime japonais et ses petits amis artistes. Et on est encore plus loin des missions martiennes qui sont prévues a priori pour la fin de la décennie, en tout cas même le milieu de la décennie.
Ouais. Donc, à voir, mais pour l'instant, c'est Très pas honnête- gagné-gagné. Très honnêtement, moi j'ai vu les vidéos sur Instagram, je pense, de cette grosse fusée argentée avec. Moi, ils auraient diffusé cette image-là lundi, j'aurais cru un poisson d'avril, soyons clairs. C'est parce que c'est vraiment, il y a un petit côté ridicule au truc. Enfin voilà, ça fait partie aussi de Mais l'imagerie. encore une fois, après, il faut se rendre compte aussi de ce que SpaceX a réussi à faire en à peine 10 ans, hein, depuis la Falcon 1. Tout le monde disait que c'était impossible, personne n'imaginait qu'on arriverait à de la réutilisabilité, et maintenant c'est devenu presque banal. On regarde le lancement, on dit « Ah, tiens, ils ont récupéré encore un étage ». Donc, c'est difficile de dire ce qu'ils vont arriver à faire. En plus de ça, la NASA a annoncé, à la faveur des prochaines élections à venir, qu'ils allaient augmenter le budget de l'agence, et donc que l'agence va avoir des budgets aussi à allouer à des fabricants privés. Il y a aussi la course à la Lune qui reprend avec la Chine, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui se bousculent. Je ne vendrai pas la peau de l'ours avant rien du tout. Je vendrai pas la peau de l'ours. Nous ne vendrons pas la peau de l'ours. Ce sera peut-être le titre de cet épisode. Trottinette, T comme trottinette, qui aurait pu être le oui mais non. Il me semble que c'était le oui mais non d'ailleurs dans la conduite initiale. 135 € pour une roue sur le trottoir. C'est une nouvelle règle, semble-t-il, à Paris, c'est ça? Voilà. C'est un peu le ouais mais non. Il est très court, hein, le ouais mais non, si tu veux. Et donc, voilà, c'est le conseil à Paris, parce que je suppose qu'on a quand même quelques auditeurs parisiens. Hein, oui, certainement. Certainement. Et donc, voilà, maintenant, à partir du moment où vous roulez en trottinette à Paris, faites gaffe, ne passez plus sur le trottoir, c'est 135 balles. Voilà. Et si vous la laissez, n'importe où, là, ça vous coûtera encore en plus 35 balles. Donc, voilà, ça commence à devenir cher de rouler en trottinette à Paris. Ouais. La problématique, on a la même en Belgique. Hein, en Bruxelles en particulier. Bruxelles, ça râle dans certaines communes. Mais ici, ils en ont encore. Je trouve que c'est assez léger pour Paris. Ils en ont que 15 000 et ils trouvent que ça les emmerde déjà. Et ils en attendent 40 000 avant la fin de l'année. Au contraire, je trouve que c'est dommage que les villes, même s'ils sont un petit peu obligés de réglementer le truc, et la réglementation, elle va arriver dans l'été. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plutôt tendance à dire ok, on va vous construire des endroits pour les mettre, on va vous aider à. C'est de la mobilité qui peut régler pas mal de problèmes dans les villes, mais non, on fait chier. Bon, voilà, je trouve ça un peu con. Mais une fois de plus, c'est de la discipline. Hein. Au départ, il faut une fois de plus que les gens s'y habituent et se disciplinent eux-mêmes. Parce que c'est vrai que moi, je vois des gens de prime abord tout à fait charmants. C'est pas des jeunes zazous un peu couillons qui le font. Des gens très bien qui laissent la trottinette. On leur a dit, vous la laissez là où vous voulez. Et ils la laissent là où ils veulent. Et c'est pas toujours à l'endroit le plus adéquat parce qu'il y a du passage, il y a des piétons, il y a des gens qui doivent passer par là. Et c'est vrai que passer quand les trottoirs sont un peu étroits, devoir passer au-dessus des trottinettes qui sont garées n'importe comment, c'est pas super agréable. Ceci étant dit, c'est vrai que automatiquement passer par l'amende et peut toucher au portefeuille des gens, je sais pas si c'est la solution la meilleure. Il y a peut-être moyen de faire autrement, effectivement, d'indiquer des zones, sans faire de grandes constructions. On fait bien des pistes cyclables avec 2 traits de lignes blanches à la peinture. On peut très bien faire un petit carré jaune ou un petit carré orange sur un bout de trottoir quelque part. Je pense aussi. C'est clair, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Au pire, c'est vrai, si on leur met une prise électrique, ils sont contents. Ce serait déjà pas mal. Comme ça, ils peuvent repartir après. Mais je veux dire, quand on regarde ce qui se passe en Flandre, chez nous, donc la partie qui parle flamand, ceux qui connaissent pas la Belgique, c'est au-dessus. En dessous, on parle français. Au-dessus, ils parlent flamand. Et au milieu, on parle un patois. C'est un peu ça. C'est loin, quoi. Oui, c'est ça. Et puis tout au nord, les Hollandais, quand tu vois ce qui se passe en Flandre et en Hollande, ils ont réglé tout le problème avec les vélos. Il y a des gares vélos un peu partout. Et bon, après, malheureusement, en général, il y a 50 places et il y a 500 vélos. Donc, c'est un peu le bordel. Mais au moins, il y a des endroits pour mettre leurs vélos. Ça commence un petit peu à Bruxelles aussi, des garages à vélo, de quartier, etc. On en voit fleurir. Mais quand on voit, j'ai été sur le site du fabricant de ces fameux garages, ces espèces de trucs en tôle ondulée pour abriter les vélos, et je suppose que les voisins ont la clé pour aller récupérer leurs engins. Quand on voit ce que le fabricant facture aux communautés, etc. pour ces garages, c'est un petit peu foutage
de gueule aussi. Hein. Je veux dire que tout le monde prend un petit peu du pognon au Oui, passage. oui, mais là, faut aller regarder de nouveau, retourner voir chez nos amis flamands, donc les gars au-dessus. Mhm. Eux, c'est juste un morceau de fer plié et pour taper ta roue de vélo dedans, pour l'attacher, et un bloc de béton, quoi. Hein. Oui, c'est T'as pas pas faux. besoin d'un truc énorme pour taper une trottinette ou un vélo. Hein. C'est clair. C'est le principe, quoi. Sébastien avait un truc à rajouter pour conclure. Hein, Ouais, non, mais c'est surtout exaspérant à Paris où ils sont en train de réduire les voies de circulation, les quais de Seine, etc. Tout est en train d'être bousculé parce qu'effectivement, il faut réduire la circulation des voitures en ville. C'est un fait. Mais d'un autre côté, il faut bien trouver des alternatives et favoriser ces alternatives. Et les alternatives, ça peut pas être juste de marcher, de rouler en vélo ou d'utiliser les transports en commun. Il faut rester pragmatique, il faut rester proche des besoins des gens. La raison pour laquelle les gens sont aussi séduits par ces trucs de trottinettes électriques, les Lime et compagnie, c'est juste parce que c'est pratique et que ça leur permet d'aller de point A au point B sans attendre leur bus qui arrivent pas et où ils doivent se taper l'odeur des voisins qui ont pas pris leur douche. Ça veut dire aussi ne pas avoir besoin d'utiliser juste un vélo ou c'est pense que trop d'efforts. Ce sont des usages opportunistes. D'ailleurs, ils les placent à des endroits justement où il y a des arrêts de bus et autres. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, tu descends du bus et tu as encore 800 mètres ou 1 kilomètre à faire à pied. Pourquoi pas le faire en trottinette? Vu ce que ça coûte, voilà, c'est une bonne idée en soi. Il faut voir si elle va s'installer de manière cohérente, mais ça doit se faire en bonne intelligence avec les autres usagers, avec les autres manières de se déplacer. Et si on veut que la voiture reste au garage, ben, il faut des alternatives, de vraies alternatives, et pas des petites mesurettes, et commencer à taper sur les gens avant d'avoir des alternatives qui tiennent debout. Je trouve ça un petit peu... Et en plus, ici, on s'attaque en plus au secteur privé, parce que c'est des boîtes privées qui mettent les trottinettes à disposition. Là, c'est pas les villes qui le font. Donc, je sais pas, c'est un petit peu... Les sociétés qui mettent ça en location, enfin à disposition à Paris, seront obligées de signer une charte de bonne conduite, de payer des taxes pour, etc., etc. Donc ils vont aller chercher du pognon. Ceci dit, c'est certainement quand dans la gestion d'une ville, je le répète, ça doit être un peu intégré, ça doit être géré. Bon, moi, il y a pas tellement longtemps, il y a un reportage qui était montré, je pense que c'était sur France 2, sur les vélos partagés dans certaines villes chinoises où c'est une hécatombe, quoi. Ils sont obligés de les ramasser par camion parce qu'ils savent plus où les mettre. Parce que les gens les laissent n'importe où et sur les trottoirs, et les piétons n'ont pas de place. Si c'est pas les piétons, c'est les autres usagers, les voitures, les motos, les machins, etc. Enfin, c'est juste une problématique qu'il va falloir apprendre à gérer, et on est au tout début, et ça va prendre sans doute encore un peu de temps. Mais il faut le faire intelligemment. Ouais. Mais vous avez tous les deux dit un truc intéressant au niveau transport en commun. C'est chiant d'attendre son bus. Et est-ce que les villes ne doivent pas finalement prendre ce moyen de locomotion comme étant un transport public, même si tu es tout seul? Est-ce que c'est pas la ville qui doit organiser ce type de transport en disant on met des choses à disposition? C'est ce qu'on fait déjà avec alors à Bruxelles, ça s'appelle Vilo. Voilà, c'est ça, c'est le vélo partagé qui est fait avec du secteur privé, c'est Deco, je pense, où je dis une bêtise. JC Deco. C'est JC Deco à Bruxelles. Donc voilà, et c'est sans doute une des pistes intéressantes, parce que ça peut se faire aussi en bonne intelligence, justement, avec les transports en commun. Ça peut se faire en bonne intelligence avec les autres modes de transport, le fait d'avoir un parking de délestage aux entrées des villes, par exemple, et d'avoir des stations de vélo. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qu'il faut organiser. Mais franchement, j'ai déjà râlé en rentrant à Bruxelles, j'étais planté dans la forêt en me disant il me reste 2 km à faire, et Waze me dit que j'en ai pour 45 minutes. C'est dingue. Et j'étais là, et je me dis, et j'ai pas d'alternative. Je suis obligé de les faire, c'est 45 minutes pour les 2 km, ou peut-être que je vais à pied, et peut-être ce sera plus facile. Mais à ce moment-là, tu mets un parking et tu me dis, ok, tu prends ta trottinette, et je fais les 2 km en quelques minutes. Sur les petites distances, ça, à mon avis, ça tient la route, c'est le cas de le dire. Par contre, sur de plus grandes distances, la trottinette, personnellement, j'y crois pas trop, parce qu'il y a quand même un problème de confort à un moment donné. Et puis, ça dépend des villes aussi. Bruxelles est quand même un petit peu vallonnée, ça monte, ça descend quand même un petit peu. Et si le vélo a une telle recrudescence dans des villes telles que la nôtre, c'est parce qu'il y a le vélo assistance électrique qui permet, sur l'impulsion de départ, au feu rouge, de pouvoir démarrer plus aisément. Parce que s'il n'y avait pas ça, je pense qu'il n'y aurait pas autant de vélos dans nos rues aujourd'hui. Voilà.
C'est là où je dis ils doivent être pragmatiques et pratiques. On peut pas juste demander aux gens de prendre le bus et de marcher ou de prendre le bus et de faire du vélo à l'ancienne. Parce que les gens chercheront quand même le truc qui demande le moins d'efforts possible. T'as pas envie d'arriver au bureau complètement en nage. Donc oui, effectivement, la trottinette électrique ou le vélo à assistance électrique font beaucoup plus de sens et aux villes de s'adapter, ou plutôt que de sanctionner systématiquement, qu'elles trouvent des moyens créatifs un peu pour mettre les bonnes infrastructures en place, quoi. Voilà comment pour 135 €, on a notre petit coup de gueule de l'épisode. Voilà. Les trottinettes, là pour le coup c'était à Paris, mais ça pourrait très bien être demain à Bruxelles. J'ai pas l'impression, parce qu'ils viennent de présenter leur plan mobilité pour les 10 ans à venir, parce qu'ils voient loin, hein, Bruxelles, c'est terrible. C'est toujours très facile à quelques mois des élections de faire des promesses. Donc, et il n'était pas question de trottinette, il était question de plein d'autres trucs, de métro, etc. Mais la trottinette c'était un truc en plus. T'imagines pour 1 km de métro ce que tu peux acheter comme trottinette? Ça fait un paquet de trottinettes, ouais. Ça, on sait plus où les foutre. Tu peux en donner une à tous les Bruxellois. C'est vrai. Et donc, voilà. Mais enfin, en même temps, on vit une époque, à mon avis, mais c'est mon opinion personnelle, un peu formidable, dans le sens où on est vraiment à la charnière de grands changements dans ce domaine-là, et ça va être passionnant, je pense. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont râler, mais en même temps, c'est ça qui est drôle aussi, de temps en temps. On en a fini avec cet épisode 208. Merci de l'avoir suivi. Merci encore de vous abonner sur YouTube, de cliquer sur le petit pouce, etc. Ça nous fait toujours bien plaisir. Ça nous permet d'être encore plus vus, et donc plus on est de fous, plus c'est rigolo. N'hésitez pas également à commenter cet épisode comme vous avez l'habitude de le faire. Mes petits camarades se feront une joie de vous répondre si c'est nécessaire. Merci Sébastien. Tu voulais rajouter un truc peut-être? Je parle à Sébastien. Non, tu voulais pas? Personne veut. Au revoir. Voilà, et je dis au revoir. Merci à Sébastien et à Sébastien. On se retrouve évidemment très bientôt avec ces deux-ci, mais aussi avec d'autres. Par exemple, la semaine prochaine pour le 209e épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.